François Bon, Balzac, roman, on continue l'exploration, la fresque, c'est immense. Oh ben, ça fait partie du plaisir. Allez là, allez là. Aujourd'hui, je voulais parler d'un livre impossible. Alors tout de suite, disclaimer, peut-être avez-vous une fascination pour le livre de Honoré de Balzac dans la Comédie humaine qui s'appelle « Les employés ». Peut-être parmi vous, quelqu'un a-t-il lu en entier, sans rien sauter, Les employés? Eh ben, ceci, ma vidéo n'est pas pour eux. Maintenant, on commence. Et j'ai envie de commencer par, non pas un détour, mais une sorte de pas en arrière. J'ai pris Œuvres diverses, tome 2, page 850, un article signé Le Comte Alex de B. Comte Alex de B, c'est une des signatures employées par Honoré de Balzac pour consacrer un article à Henri Monnier. Henri Monnier, quelqu'un qui a le même âge exactement que Balzac. Quelqu'un avec qui, en particulier quand ils se voisinent tous les deux dans un journal qui s'appelle La Silhouette, il y a de l'amitié, il y a du respect et il y a d'étranges interactions. Et justement, les employés pour être la trace de cette interaction. Et là, on entre dans une drôle de cave ou un drôle de grenier. Simplement, c'est pas facile de savoir dans quel ordre le prendre. Par exemple, je m'étais dit, allez, tout d'un coup, je fais une vidéo, ce sera 40 minutes et ce sera uniquement sur Henri Monnier, intérieur de bureau. Et puis ensuite, je ferai une autre vidéo de 40 minutes et ce sera uniquement Balzac, les employés. Et puis ensuite, on pourra s'amuser à Mais ouais, mais ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. Honoré de Balzac, sous pseudonyme Le Comte Alex de B, rendant compte de Récréation, grand album contenant 6 feuilles coloriées, prix 10 francs chez Paulin, place de la Bourse et chez Aubert, galerie Véro Doda, vous connaissez bien ces galeries, on les a vues dans Illusions perdues. Henri Monnier a tous les désavantages d'un homme supérieur. Bah ouais, ça c'est signé Balzac. Tous les désavantages d'un homme supérieur, et pourrait bien le dire de lui aussi. Et il doit les accepter parce qu'il en a tous les mérites. Nul dessinateur ne sait mieux que lui saisir un ridicule et l'exprimer, mais il le formule toujours d'une manière profondément ironique. Monnier, c'est l'ironie anglaise, bien calculée, froide, mais perçante comme l'acier d'un poignard. Il sait mettre toute une vie politique dans une perruque. Alors, par exemple, l'ironie... Balzac est jamais ironique. Quel que soit le personnage, il y a toujours quelque part... T'as mis la main dans son ventre, tu l'as attrapé les boyaux et tu trouves toujours l'instance du respect. Si le personnage n'était pas digne de ça, mais quelle que soit justement toute l'ironie qu'il autorise, non, il tiendrait pas dans la comédie humaine. Mais il sait mettre toute une vie politique dans une perruque. Eh bien ça, c'est ce que Balzac a pu apprendre de Saint-Simon, par exemple, on pourrait le dire de Saint-Simon. Toute une satire digne de Juvénal dans un gros homme vu par le dos. Et ça aussi, tu vois quelqu'un de dos, et ça va t'en dire quelque chose? La preuve, oui, toute une satire digne de Juvénal dans un gros homme vu par le dos. Il trouve des rapports inconnus entre deux postures et vous oppose une épaisse douairière armée de lunettes à la jeune fille mince de telle façon que vous vous moquez de vos proches. Son observation est toujours amère, son dessin tout voltairien a quelque chose de diabolique, etc. Il s'adresse donc à tous les hommes assez forts et assez puissants pour voir plus loin que ne voient les autres. Pour mépriser les autres, pour n'être jamais bourgeois, enfin à tous ceux qui trouvent chez eux quelque chose après le désenchantement, car ils désenchantent. Or, ces hommes sont rares, et plus Monnier s'élève, moins il est populaire. Voilà, hommage de Balzac à Henri Monnier,
Et Henri Monnier, moi, il y a longtemps qu'à cause de Balzac, avec mes Balzac, à côté de mes Balzac. Alors, par contre, j'ai jamais réussi à retrouver, là, où et quand, peut-être, en tout cas, début des années 80, soit Paris, où les bouquinistes proliféraient, peut-être à Marseille aussi, où il y avait beaucoup comme ça. J'avais trouvé ça. Et évidemment, qui s'intéresse à Henri Monnier, scène populaire, là, je vois même pas vaguement le prix, mais enfin, en tout cas, si je l'ai acheté, c'est que vraiment, c'était pas cher, et même quasi offert. Et c'est un livre, il est de 1864, alors j'y fais très attention, je veux pas le casser. Alors quand je le prends, il y a toujours d'ailleurs une petite ficelle là, au milieu, je le prends tout doucement et je le lis comme ça uniquement. Il y a quelques rousseurs, mais le papier tient excellemment. Alors, scène populaire, c'est toutes les scènes légendaires de Monnier. Le voyage en diligence, l'exécution, place de la Grève, la guillotine, la vieille fille, la grande dame, les bourgeois campagnards. Quelquefois, on est quasiment chez Tchekhov. Et à cet extraordinaire voyage en diligence, avec les haltes, les pauses, les rouspétages, les engueulades, jusqu'à la cour d'arrivée, la garde malade, le déménagement, les girouettes, et puis au milieu, ces intérieurs de bureau. Et quand Henri Monnier écrit les intérieurs de bureau, eh bien, tout d'un coup, il se prend les pieds dans le tapis. Et peut-être que Balzac, c'est là où lui aussi s'est dit « Oh ben moi, je vais prendre le même tapis, et je vais pas me prendre les pieds dedans. » Et puis finalement, il s'est pris les pieds encore plus. Ou en tout cas, justement, gardons le parallèle. Vie des hommes illustres, de Plutarque, Monnier, Balzac, on garde les deux. Scène de la vie bureaucratique, intérieur de bureau. Et notez que Henri Monnier fait lui-même les illustrations. Au point que Balzac jouera toujours dans les employés à dire « ça, il aurait fallu le dessiner » ou « ça, voilà, il y a même un endroit où il demande à quelqu'un de faire une caricature ». Et ça va encore plus loin, puisque dans Balzac, celui qui, dans le bureau, fait les caricatures, c'est celui qu'il appelle Bixiou, mais Bixiou partage dans sa biographie, dans son passage là, dans l'univers des bureaux, dans les employés de Balzac, quelque chose qui ressemble bien à la propre biographie de Henri Monnier, du temps où lui-même a travaillé dans les bureaux. Et Bixiou fait dans les employés ces gravures, ces caricatures, qui jouent un rôle en tant que dessin à l'intérieur du récit des employés de Balzac. Et où est-ce qu'il se prend les pieds dans le tapis, Monnier? Vie bureaucratique, scène de la vie bureaucratique, intérieur de bureau. Et normalement, Henri Monnier, c'est une forme quasi théâtrale. Il appelle ça scène. Scène 30. Les précédents, Monsieur Grisard. Monsieur Grisard. Messieurs, il fait pas chaud dehors. Monsieur Riffet, s'il fait pas chaud dehors, il fait étouffant ici, je suis tout en nage. Monsieur Grisard, je vous assure que moi je suis glacé, j'ai eu la preuve. Et évidemment, en quoi ça vieillit, Monnier? En quoi c'est pas Balzac, Monnier? Ben, c'est que cette transcription là, de l'oralité populaire, ben, ça tient pas quand il s'agit de refabriquer la scénographie de la lecture. Mais dans Monnier, qu'est-ce que ça peut faire? On est dans le voyage en diligence. Et sa sœur, comment elle s'en est tirée avec son mari? Non, mais s'en est tirée que le père Bourdin a tout remboursé. Alors ça, comment sont donc encore ces Bourdins-là? Sont encore 2 garçons, 3 demoiselles. On suit comme si, par la fascination qu'on a à voir le réel tout près, tout droit, se dresser devant nous. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est qu'au moment d'attaquer dans ces scènes de la vie populaire, ce qu'il intitule ces scènes de la vie bureaucratique, Monnier trouve ce titre génial. Intérieur de bureau, au pluriel. Mais pour pouvoir dresser ces scènes et les éclater en tant que scènes, il est obligé de nous présenter les personnages. Et c'est la seule fois où, dans les scènes populaires, il nous précède ces intérieurs de bureau d'un ensemble d'une dizaine de pages, et c'est écrit serré, tout petit, où il y a 14 biographies, c'est-à-dire les récits de vie de 14 personnages
ceux qui ensuite vont nous faire l'antichambre. Laurent Duflo, votre trop chaude. Laurent, le feu va-t-il dans le petit bureau du Flot? Il allait déjà plus, on leur a mis un poêle énorme dans ce petit bureau. Faudrait au moins une voie de bois par semaine pour l'alimenter. Il n'y a pas de bois, je viens de le remplir. Laurent, aïe, 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 mais qu'est-ce que vous avez dans... Parbleu, ton eau est bouillante, j'ai manqué de m'échauder le menton, etc., etc. Tu peux pas faire tenir ça si tu n'as pas fait ces biographies. Et c'est ça qui est étrange dans les employés de Balzac, parce que on nous présente un chef du bureau, Monsieur Rabourdin. Et on nous présente sa Madame Rabourdin qui n'est pas contente d'être Madame Rabourdin, qui voudrait être plus que Madame Rabourdin. Et puis on nous présente son concurrent, le chef adjoint de... En tout cas, il y a 2 divisions présidées par un Monsieur Labillardière. Monsieur Labillardière va mourir. Monsieur Labillardière meurt réellement, là, au premier quart du livre. Tout va bien. Et donc on comprend que l'autre, ce Baudoyer, épaulé lui aussi par un beau-père, épaulé par un gendre, épaulé par sa dame, et puis qui va pratiquer lui aussi quelques jeux de pot de vin et de corruption, c'est lequel? De Rabourdin ou de Baudoyer? Tous les deux veulent devenir le chef de bureau maintenant que Labillardière est mort. Alors, longtemps, on voit Balzac hésiter. Rabourdin serait bien, et Baudoyer serait le méchant qui veut être... Et puis finalement, on s'aperçoit que Rabourdin, c'est pas si bien que ça, et puis ainsi de suite. Et comme chez Balzac, toujours... Il n'y a pas de personnage entièrement positif. C'est toujours des personnages en demi-teinte. C'est ça la force de Balzac. C'est que précisément parce que ces personnages sont en demi-teinte, que la solidité, elle vient d'où? La solidité vient du récit, elle vient de la phrase, vient du portrait, de la dureté du portrait. Alors comme souvent chez Balzac, il y a toujours cette phase d'exposition, et puis à un moment donné, tout est prêt, et on passe dans l'action, le drame. On a vu ça plein de fois, même dans Albert Savarus et tout. Mais là, Balzac, on dirait que lui-même, au moment où ce drame commence, et maintenant que ce drame va commencer, maintenant que nous sommes tout près du bord du drame, et finalement on a compris, c'est-à-dire que des 2 bons hommes, lequel va devenir chef de bureau? Rabourdin ou Baudoyer? Baudoyer ou Rabourdin? Mais finalement, des 2 côtés, la corruption, d'un côté avec Madame Rabourdin qui essaye de se faire un petit peu amouracher d'un nommé Delupeau qui vaut rien, mais qui est dans les papiers du ministre parce qu'il est un peu l'éminence grise et tout ça, et puis en même temps qui veut pas que ça se... Et puis de l'autre côté, l'autre qui va s'endetter pour payer un ostensoir pour l'église du quartier parce que ce sera bien vu, et puis etc., etc. On n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire, mais pourquoi on n'en arrive jamais au drame? On n'en arrive jamais au drame, au point que tout à la fin, finalement, c'est Baudoyer qui va gagner. Je vous le spoil, mais c'est pas le mot, Balzac ne le connaît pas. Par contre, tiens, par exemple, c'est là où on trouve cette... Vous connaissez l'expression « Ah, c'est tout, sans dessus-dessous ». Nous, on écrirait ça S-A-N-S, sans dessus... Ah non, Balzac, il nous dit « ce en dessus, dessous ». Et ça s'écrit C-E-N, dessus-dessous. Quelquefois même, il faut mettre l'apostrophe, C-apostrophe-E-N, dessus-dessous. Et lui écrit « sans dessus-dessous ». Bon, ça, c'est juste une petite digression, mais je suis en train de faire un relevé là de tous ces petits trucs qui, moi, m'enchantent chez Balzac, parce que sa matière, c'est les mots et les lettres. Donc quand on a des petits points comme ça, où on joue sur la lettre, ça peut faire basculer de grandes choses. Eh bien, tout à la fin, non seulement Baudoyer, Rabourdin, etc., ça se mélange, mais ça, la dernière scène, c'est Rabourdin, dont on a compris qu'il a perdu, mais qui revient 6 ou 8 ans après, dans le bureau, et qui ne trouve plus personne, sauf là, le grouillot qui... Oh, défunt Rabourdin, comme si c'était un mort qui venait visiter ça. Et ça, du point de vue de la construction, tu te dis, mais non, c'est pas un livre. Seulement, il se passe quoi? C'est-à-dire qu'à mesure, chaque fois qu'on pose le drame, eh bien, on est forcé de passer par la multiplicité des bons hommes qui, là, sont dans le bureau. Comment tu peux écrire en travaillant toujours avec une collectivité, un ensemble, un groupe? Alors, par exemple, à un moment, Balzac trouve une astuce. Eh bien, il y a un type qui fait des copies. Alors ça fait partie du drame. On découvre même qu'il y a une machine à photostater. On peut faire des photocopies. Dès l'époque de Balzac, le mot n'existe pas encore, mais précisément, il y aura l'empreinte là qu'aura laissé
c'est le tricheur en allant faire la photocopie clandestine, la grosse pierre à poncer qu'on passe dessus, et l'autre verra tout de suite là, que le document a été détourné. Mais quand il y a ce petit truc-là, eh bien, comment on va faire? On va faire dans quel ordre ils arrivent. Et on va avoir 8 personnages dans la division Baudoyer. Voici celui qui s'appelle ça. Voici celui qui s'appelle ça. Voici celui qui s'appelle ça. Et à chaque fois, on est forcé de déplier quoi? Eh bien, les vies, les biographies comme celle de Henri Monnier. Et ça va encore plus loin. C'est-à-dire que quand on a cumulé comme ça, les 8, 10, 12, il y en a 14 chez Henri Monnier, chez Balzac, il y en a, je crois, au moins 2 fois 8, parce qu'on passe d'une division à l'autre, eh bien, on se retrouve ensuite pour des scènes, et qu'est-ce que fait Balzac? Eh bien, il pose ces scènes avec du toc. Qu'est-ce que Gorix, un nom de chat? Colleville, Piquet, l'abréviation lapidaire d'un nom, Bixiou, Tyrol, Provence. Il quitte la prose et il se retrouve dans la théâtralisation orale de Henri Monnier. Et là, tout d'un coup, il y a ce renversement qui, moi, tout d'un coup, me stupéfait. C'est-à-dire que les employés, est-ce que c'est un livre raté ? Peu m'importe. Ce qui m'importe, c'est que comment ces galeries de personnages, elles peuvent rester. Des galeries de personnages, prenez César Birotteau, prenez la marchande aux halles, c'est celle qui vend les noisettes, prenez le petit propriétaire là, dans son étage. C'est des personnages qui sont chaque fois présentés comme des, hop là, j'allais dire une petite sphère, une bille, un œuf, parce qu'on peut le casser par le milieu, c'est fragile, mais qui se promènent là dans la fiction et qui sont rassemblés en tant qu'instance autonome. Le personnage. Et bien, dans les employés, tout d'un coup, parce que il s'agit précisément de l'administration. Prenez le Bartleby de Melville. Bartleby, c'est celui qui rentre dans un bureau où il y a déjà les 2 copistes et le grouillot. Et on est toujours à travailler avec ces 4 personnages plus le narrateur. Bartleby n'existerait pas s'il n'y avait pas cette instance formelle de présenter une réalité sociale qui n'existe par ces personnages que collectivement. Et c'est tout aussi bien ça dans le procès de Kafka. Mais est-ce que Balzac, il peut le savoir? Non. Donc, là, dans cette relation si forte à Monnier, il adore ces scènes populaires. Et Monnier, là, tout d'un coup, lui, quand je dis qu'il se prend les pieds dans le tapis, c'est-à-dire qu'au moment de raconter ses intérieurs de bureau, il écrit, et ça n'existe pas sinon dans Monnier, ses suites de biographies. 14 biographies de personnages. Et Balzac, là, tu vas construire cet univers de bureau. Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends ce qu'a fait Henri Monnier. Je vous fais la galerie des vies des personnages. Et j'aimerais lire une vie chez Monnier et une vie ou 2 chez Balzac, parce que c'est formidable. Et en ce sens-là, on perd pas son temps à lire les employés. Mais les scènes qui reviennent ici comme théâtralisées, comme non, ça n'a pas sa place. Ça a sa place. Pourquoi ça marche chez Henri Monnier? Parce que ce qui compte, c'est ça, c'est le voyage en diligence. C'est égal. Chez Balzac, ce qui compte, c'est cette histoire de corruption, ces histoires de pots de vin, ces histoires-là où tout d'un coup, il va y avoir même retour de Gobseck, Gigonnet, ces histoires. L'argent et le pouvoir. Et finalement, c'est comme d'habitude, l'argent qui va gagner dans son rapport au pouvoir. Évidemment que c'est un texte dur de Balzac. Alors, ne serait-ce que le titre, là, Monnier, scène de la vie bureaucratique, intérieur de bureau. Et dans Balzac, on a 3 parties. Il y a la première partie qui s'appellerait Entre 2 femmes, et d'abord même dans ces ébauches et tout ça, d'abord c'est une seule, c'est la première, c'est Madame Morat-Bourdin, ce serait elle l'héroïne, ce serait une femme forte, ou je sais plus ce qu'il... une femme d'influence, enfin je crois que c'est une femme forte. Le titre, attendez, excusez-moi, là, c'est dans la tension de l'impro, là voilà que je me rappelle plus de ce truc d'évidence. Et puis ensuite, il y a dans les bureaux, au pluriel. Et puis ensuite, il y a la 3e partie, la conclusion. Mais ce « dans les bureaux », ça aurait fait un titre formidable. Et là, Balzac,
ne peut pas accepter un titre comme ça. Alors le mot employé, alors aujourd'hui, vous savez, on est évidemment tout ce tertiaire, les administrations et tout ça, le mot employé, il n'a pas le sens qu'il pouvait avoir là. Chez Maupassant, on est dans les ministères, c'est les commis et tout ça, c'est déjà plus ça exactement. Mais ici, on voit bien leurs fonctions, tout ce qu'ils ont, justement les recopies, à la Bartleby qui est toujours présent. Mais on est dans des ministères. Donc, on est dans des instances où est-ce qu'il faudrait dire les fonctionnaires. Bien évidemment, ça ne marcherait pas. Les commis. Mais peut-être si on disait les commis, là, ça aurait déjà été plus précis que les employés. Et donc, là, quelque part, les employés fait office de filtre, nous détournent là, de ce cœur vivant de ces galeries là, de personnages. Voilà, c'est ça, pour moi, qui fait la spécificité, et comme si tout était prêt pour faire jaillir quelque chose, qui pourrait être presque plus tard le procès ou le château de Kafka. Mais non, ça peut pas. Évidemment, on a des Rabourdin, des Baudoyer, des Delupeau, on a tout ça. Mais on a un moment où les récits de vie, en tant que ces personnages ne peuvent pas exister sans la vie qui les définit en dehors des bureaux. Balzac va les pêcher chez Monnier, parce que Monnier, là, cette fois-ci, n'a pas pu faire ces scènes de bureau sans passer par ces 14 biographies, qui sont... au point que là, j'aimerais presque en faire une lecture intégrale, puis si le projet se déploie, pourquoi pas revenir avec ça? Puisque nous, c'est le podcast, notre forme pour Balzac, un roman. Et on voit se dessiner quelque chose qui est en rupture avec la structure linéaire du roman, et Balzac serait presque prêt, là, à trouver ce qui va surgir au travers. Mais non, c'est trop tôt. C'est le génie, c'est la limite des employés, et c'est la trace indissociable de comment Monnier d'un côté et Balzac de l'autre, on a cette espèce de fraternité d'écriture qui là tout d'un coup se croise, Monnier et Balzac écrivant ces intérieurs de bureau quasiment sans qu'on puisse les séparer à 150 ans de distance l'un de l'autre. On va lire une vie chez Monnier, on va lire 2 petites vies chez Balzac. Henri Monnier, scène populaire, scène de la vie bureaucratique, intérieur de bureau, partie 1, biographie au pluriel. La première, c'est Monsieur de Sainte-Maure, Monsieur de Saint-Maure, le chef de division, officier de la Légion d'honneur, né à Tours, département d'Indre-et-Loire, fils aîné de Dominique-Marie-Joseph Torterue, dit Saint-Maure de son vivant, huissier à Chinon, et de dame Élisabeth Ursule Marie Théophos, son épouse. On dit, Balzac, il dit refaire, contenir toute l'état civil. Ben oui, mais c'est là, c'est Monnier qui le fait. Monsieur Dumont, chef du premier bureau, ancien avocat entré au ministère à la première révolution en 89, célibataire, homme d'une grande portée et d'un génie supérieur, seul chargé. Monsieur Clergeau, chef du second bureau. Monsieur d'Outremer, commis principal, habit brun, gilet noir, pas de montre, pantalon brun, bas de soie noire, souliers découverts, fort propre sur sa personne, déménageant 2 fois l'an, afin, dit-il, de ne pas monter sa garde. Monsieur Laudigeois, sous-chef du deuxième bureau, Monsieur Fortin, sous-chef du premier bureau, père de famille, homme tranquille, taillé sur le patron de Monsieur Dumont, dont il partage les principes à la manière de voir, 40 à 50 ans, mise fort simple. Et puis, je vais vous lire Monsieur Riffet, né à Troyes, en Champagne, 32 ans de service, ancien commis libraire, poussant jusqu'au fanatisme le respect envers ses supérieurs, admis dans l'administration sous le régime de la terreur, longtemps en but aux persécutions des jeunes gens de la division, réglé comme un papier de musique, inscrivant, depuis son départ de Troyes, tous les événements, toutes les actions de sa vie, jour par jour, semaine par semaine, année par année. Vous allez voir que Balzac reprend directement l'idée. Monsieur Riffet, pendant 7 années consécutives, porta le même chapeau, qu'il aimait comme le premier jour où il en fit l'acquisition. Il le porterait probablement encore, sans un déplorable accident qui l'en sépara à jamais. Ce chapeau, qui sans doute avait été acheté dans l'intention de préserver le teint de son propriétaire des atteintes du soleil, avait d'immenses bords, et bien qu'il le brossât plusieurs fois par jour, le teneur de livres ne s'apercevait pas que les bords de sa coiffure
température diminuait insensiblement. Enfin, un jour, à 4h10, moins pressé de quitter le bureau qu'à l'ordinaire, au moment où il se disposait à en orner sa tête, il ne put se refuser. À l'évidence, les bords du chapeau avaient entièrement disparu et il n'en restait exactement plus que la calotte. Ainsi de suite. Voilà le style Monnier dans cette vie de Riffet. Et vous verrez que l'histoire du chapeau, Balzac aussi la reprend. Monsieur Cardouin, Monsieur Desroches, Monsieur Cardouin, né à Saint-Just-de-Lussac, près de Brouage, en Saintonge, cadet d'un 4e mariage. Au sortir du collège, on lui fit embrasser l'état ecclésiastique. Monsieur Franchet, expéditionnaire. Eugène Morisseau, Laurent, garçon de bureau, appointement, 900 francs, étrennes et revenants bons, 300 francs, casuel, commission prélevée sur les déjeuners, messages, reconnaissance de solliciteur, 150 à 200 francs, gratification de 60 et 80 francs, habillement, chaussures et coiffures, etc. aux frais de l'État, ce qui met le revenu des garçons de bureau à 1200 francs, 800 francs et 600 francs au-dessus des expéditionnaires de 2e, 3e et 4e classe, et de beaucoup au-dessus encore de celui des surnuméraires qui ne touchent rien, ainsi de suite. Allons voir un peu chez Balzac. Bon, j'ai hésité, parce que laquelle prendre? Alors, laquelle prendre? On va prendre Monsieur Minard et un peu Monsieur Poiret. Monsieur Poiret, parce que c'est le frère du Poiret que bientôt on va trouver dans le père Goriot. Le diable pose toujours une victime auprès d'un bixiou. Le bureau Baudoyer avait donc sa victime, un expéditionnaire âgé de 22 ans aux appointements de 1500 francs, nommé Auguste Jean-François Minard. Minard s'était marié par amour avec une ouvrière fleuriste, fille d'un portier, qui travaillait chez elle pour mademoiselle Godard et que Minard avait vue rue de Richelieu dans la boutique. Étant fille, Zélie Lorrain avait eu bien des fantaisies pour sortir de son état. D'abord élève du conservatoire, tour à tour danseuse, chanteuse, actrice, elle avait songé à faire comme font beaucoup d'ouvrières, mais la peur de mal tourner et de tomber dans une effroyable misère l'avait préservée du vice. Elle flottait entre 1000 partis lorsque Minard s'était dessiné nettement une proposition de mariage à la main. Zélie gagnait 500 francs par an, Minard en avait 1500, en croyant pouvoir vivre avec 2000 francs, ils se marièrent sans contrat avec la plus grande économie. Minard et Zélie étaient allés se loger auprès de la barrière de Courcelles, comme deux tourtereaux, dans un appartement de 100 écus au 3e, des rideaux de calicot blanc aux fenêtres, sur les murs un petit papier écossais à 15 sous le rouleau, carreaux frottés, meubles ennoyés, petite cuisine bien propre. D'abord une première pièce où Zélie faisait ses fleurs, puis un salon meublé de chaises foncées en crin, une table ronde au milieu, une glace, une pendule représentant une fontaine à cristal tournant, des flambeaux dorés enveloppés de gaz, enfin une chambre à coucher, blanche et bleue, lit, commode et secrétaire en acajou, petit tapis rayé au bas du lit, 6 fauteuils et 4 chaises dans un coin, le berceau en merisier où dormaient un fils et une fille. Zélie nourrissait ses enfants elle-même, faisait sa cuisine, ses fleurs et son ménage. Il y avait quelque chose de touchant dans cette heureuse et laborieuse médiocrité. En se sentant aimée par Minard, Zélie l'aima sincèrement. L'amour attire l'amour. C'est l'abyssus abyssum de la Bible. Ce pauvre homme quittait son lit le matin pendant que sa femme dormait et lui allait chercher ses provisions. Il portait les fleurs terminées en se rendant à son bureau. En revenant, il achetait les matières premières, puis, en attendant le dîner, il taillait ou estampait les feuilles, garnissait les tiges, délayait les couleurs. Petit, maigre, fluet, nerveux, ayant des cheveux rouges et crépus, des yeux d'un jaune clair, un teint d'une éclatante blancheur, mais marqué de rousseur, il avait un courage sourd et sans apparat. Il possédait la science de l'écriture au même degré que Vimeux. Au bureau, il se tenait coi, faisait sa besogne et gardait l'attitude recueillie d'un homme souffrant et songeur. Ses cils blancs et son peu de sourcils l'avaient fait surnommer le lapin blanc par l'implacable Bixiou. Minard, ce rabourdin d'une sphère inférieure, dévoré du désir de mettre sa Zélie dans une heureuse situation, cherchait dans l'océan des besoins du luxe et de l'industrie parisienne une idée,
une découverte, un perfectionnement qui lui procura une prompte fortune. Son apparente bêtise était produite par la tension continuelle de son esprit. Il allait de la double pâte des sultanes à l'huile céphalique, des briquets phosphoriques, au gaz portatif, des socs articulés, aux lampes hydrostatiques, embrassant ainsi les infiniment petits de la civilisation matérielle. Il supportait les plaisanteries de Bixiou comme un homme occupé supporte les bourdonnements d'un insecte. Il ne s'en impatientait même point. Malgré son esprit, Bixiou ne devinait pas le profond mépris que Minard avait pour lui. Minard se souciait peu d'une querelle, il y voyait une perte de temps. Ainsi avait-il fini par lasser son persécuteur. Et ce Poiret, parce que, évidemment, on chemine dans la comédie humaine. Et on arrivera au Lys dans la vallée, au cousin Pons, sa cousine Bête. Et j'ai tendance à penser que la maison Vauquer, le père Goriot, Rastignac tout à la fin, contemplant Paris d'en haut, ce serait plutôt pour nous vers la fin. On ne se presse pas dans cette fresque. Monsieur Poiret est jeune pour le distinguer de son frère Poiret. L'aîné, retiré dans la maison Vauquer, où Poiret jeune allait parfois dîner, se proposant d'y finir également ses jours, avait 30 ans de service. La nature n'est pas si invariable dans ses révolutions que le pauvre homme l'était dans les actes de sa vie. Il mettait toujours ses affaires dans le même endroit, posait sa plume au même fil du bois, s'asseyait à sa place à la même heure, se chauffait au poêle à la même minute, car sa seule vanité consistait à porter une montre infaillible, réglée d'ailleurs tous les jours sur l'hôtel de ville devant lequel il passait, demeurant rue du Martroi. De 6h à 8h du matin, il tenait les livres d'une forte maison de nouveautés de la rue Saint-Antoine, et de 6h à 8h du soir, ceux de la maison Camusot, rue des Bourdonnais. Il gagnait ainsi 1000 écus, y compris les émoluments de sa place. Atteignant à quelques mois après le temps voulu pour avoir sa pension, il montrait une grande indifférence aux intrigues des bureaux. Semblable à son frère, à qui sa retraite avait porté un coup fatal, il baisserait sans doute beaucoup quand il n'aurait plus à venir de la rue du Martroi au ministère, à s'asseoir sur sa chaise et à expédier. Chargé de faire la collection du journal auquel s'abonnait le bureau et celle du Moniteur, il avait le fanatisme de cette collection. Si quelque employé perdait un numéro, l'emportait et ne le rapportait pas, Poiret, jeune, se faisait autoriser à sortir, se rendait immédiatement au bureau du journal, réclamait le numéro manquant et revenait enthousiasmé de la politesse du caissier. Il avait toujours eu affaire à un charmant garçon et, selon lui, les journalistes étaient décidément des gens aimables et peu connus. Homme de taille médiocre, Poiret avait les yeux à demi éteints, un regard faible, sans chaleur, une peau tannée, ridée, grise de ton, parsemée de petits grains bleuâtres, un nez camard et une bouche rentrée où flânaient quelques dents gâtées. Ainsi, Thuillier disait-il que Poiret avait beau se regarder dans un miroir, il ne se voyait pas de dents, entre parenthèses, et 2 mots, de dents. Ses bras maigres et longs étaient terminés par d'énormes mains sans aucune blancheur. Ses cheveux gris, collés par la pression de son chapeau, lui donnaient l'air d'un ecclésiastique, ressemblance peu flatteuse pour lui, car il haïssait les prêtres et le clergé sans pouvoir expliquer ses opinions religieuses. Cette antipathie ne l'empêchait pas d'être extrêmement attaché au gouvernement, quel qu'il fût. Il ne boutonnait jamais sa vieille redingote verdâtre, même par les froids les plus violents. Il ne portait que des souliers à cordons et un pantalon noir. Il se fournissait dans les mêmes maisons depuis 30 ans. Quand son tailleur mourut, il demanda un congé pour aller à son enterrement et serra la main au fils sur la fosse du père en lui assurant sa pratique. L'ami de tous ses fournisseurs, il s'informait de leurs affaires, causait avec eux, écoutait leurs doléances et les payait contents. S'il écrivait à quelqu'un de ces messieurs pour ordonner un changement dans sa commande, il observait les formules les plus polies, mettait monsieur en vedette, datait et faisait un brouillon de la lettre qu'il gardait dans un carton étiqueté « Ma correspondance ». Aucune vie n'était plus en règle
Poiret possédait tous ses mémoires acquittés, toutes ses quittances même minimes, et ses livres de dépenses annuelles enveloppés dans des chemises et par année depuis son entrée au ministère. Il dînait au même restaurant, à la même place, par abonnement, au Vauquitette, place du Châtelet. Les garçons lui gardaient sa place, ne donnant pas au Cocon d'Or, la fameuse maison de soierie, 5 minutes au-delà du temps dû à 8h30, il arrivait au café David, le plus célèbre du quartier, et y restait jusqu'à 11h. Il y venait comme au Vauquitette depuis 30 ans, et prenait une bavaroise à 10h30. Il y écoutait les discussions politiques, les bras croisés sur sa canne, le menton dans sa main droite, sans jamais y participer. La dame du comptoir, seule femme à laquelle il parla avec plaisir, était la confidente des petits accidents de sa vie, car il possédait sa place à la table située près du comptoir. Il jouait au domino, seul jeu qu'il eût compris. Quand ses partners ne venaient pas, on le trouvait quelquefois endormi, le dos appuyé sur la boiserie et tenant un journal dont la planchette reposait sur le marbre de sa table. Il s'intéressait à tout ce qui se faisait dans Paris et consacrait le dimanche à surveiller les constructions nouvelles. Il questionnait l'invalide, chargé d'empêcher le public d'entrer dans l'enceinte en planche, et s'inquiétait des retards qu'éprouvaient les bâtisses, du manque de matériaux ou d'argent, des difficultés que rencontrait l'architecte. On lui entendait dire « J'ai vu sortir le Louvre de ses décombres, j'ai vu naître la place du Châtelet, le quai aux Fleurs, les marchés. » Lui et son frère, nés à Troyes d'un commis des fermes, avaient été envoyés à Paris étudier dans les bureaux. Et c'est ce monsieur Poiret qui reprend comme l'histoire du chapeau, mais je vous en fais grâce ici. Est-ce que c'était volontaire? Comment ils ont combiné leurs coups, ces deux-là? Comment il a rigolé, Henri Monnier, quand Balzac lui a donné les employés? Forcément, il a tout reconnu. Par exemple, ce Riffet, dont tout à l'heure je lisais la vie, et qui tenait son journal des plus petites choses. Eh bien, Poiret fait de même. Alors, l'idée du chapeau et l'idée du journal mêlées, chez Balzac, ça donne ça. Au lieu d'aller au Vauquitette, il rentra chez lui, tira de son secrétaire le journal de sa vie et consigna le fait de la manière suivante. Aujourd'hui, 3 juillet 1823, surpris par une sueur étrange, annonçant peut-être la suette, maladie particulière à la Champagne, je me dispose à consulter le docteur Audry. L'invasion du mal a commencé à la hauteur du quai de l'École. Tout à coup, étant sans chapeau, il reconnut que la prétendue sueur avait une cause indépendante de sa personne. Il s'essuya la figure, examina le chapeau, ne put rien découvrir, car il n'osa découdre la coiffe. Il nota donc ceci dans son journal. « Porter le chapeau chez le sieur Tournant, chapelier rue Saint-Martin, vu que je soupçonne une autre cause à cette sueur, qui ne serait pas alors une sueur, mais bien l'effet d'une addition quelconque nouvellement ou anciennement faite au chapeau. » etc., etc. Alors, c'est toujours une surprise pour moi, ces vidéos. Là, ouais, je suis parti avec ce parallèle, Henri Monnier, Honoré de Balzac. Les employés intérieurs de bureaux. Et cette double influence qui fait que Monnier s'en tire en écrivant 14 biographies et que Balzac se laisse contaminer en poussant, lui, les portraits, évidemment, avec une maestria qui ne peut pas être celle de Monnier. Mais tout d'un coup, ça volatilise. Ah, le drame, j'arrive pas à l'attraper, mon histoire. Et l'histoire viendra jamais. Par contre, on aura toutes ces suites de portraits qui constituent la foule de cette grisaille dans les couloirs des ministères. Et puis, quand l'action se trame, eh bien, il se trouve avalé, lui aussi, par cette forme orale, transcrite presque à la façon d'une pièce de théâtre par Henri Monnier. Et ça, c'est suffisamment singulier. Parce que, là, vous voyez, j'ai joué avec ces personnages, celui qui tient le journal des plus petites choses, l'histoire du chapeau, tout ça qu'on trouve chez tous les deux. Et comme si, avec les employés, Balzac était au bord de passer à un autre échelon de la littérature. Lequel? Celui de Bartleby. Et croyez que Melville, lui, connaissait Balzac. Et ça, tout d'un coup,
ça devient sacrément compliqué, la littérature. Quand c'est ça là que vous avez dans les mains, qui pèse. Il y a longtemps que vous l'avez lu, Les Employés? Peut-être je vais vous avouer quelque chose. Moi, chaque fois que j'avais tenté de lire Les Employés, ça m'était un peu tombé des mains. Mais là, forcément, Balzac roman, faut y aller au bout. Et quand tu vas au bout, eh ben, t'es jamais déçu de ce que tu trouves. Salut Monsieur Poiret et les autres.